Bien, nous revoici ensemble. Merci à vous, chers étudiants, d'être là. Pour cette troisième table ronde, certains d'entre vous ont dû déjà assister... Ah, voilà, les retardataires, bien sûr. Il en faut toujours des retardataires. Donc, on va continuer d'être curieux ensemble. Comme je vous disais ce matin, la curiosité, c'est ce qui nous anime pour ne pas avoir d'a priori et être ouvert à toutes les nouveautés, à toutes les transformations. Et effectivement, en pleine transition énergétique, se pose la question, bien sûr, de la rapidité de l'évolution du parc automobile. Chut, prenez place. Alors ça, c'est génial, ça marche toujours. Quand on commence à plus parler, en général, tout le monde se tait. C'est vraiment un bon truc. Alors non seulement on essaie de vendre beaucoup de voitures électriques, on a du mal, puisque le marché automobile est en baisse. On n'immatricule plus que 1 700 000 et peut-être même cette année 1 600 000 voitures, toute énergie confondue, dont 15 ou 18% de voitures 100% électriques. Au niveau du parc circulant, on est à environ 2,5%, je crois, du parc circulant en voitures électriques. Sur 42 millions, ça fait 1,2 million, entre 1,2 million et 1,5 million de voitures électriques qui circulent. Néanmoins, pour les professionnels de l'après-vente, et il y a aussi les hybrides, tous les hybrides, on ne les oublie pas, et c'est pour cela aussi qu'il faut travailler en après-vente, car se pose la question effectivement de l'intervention sur les véhicules électrifiés au sens large, donc avec ou sans prise. Aujourd'hui, on va même être plus centré sur le thème des batteries, puisque c'est le composant qui vaut le plus cher dans une voiture électrique. Environ 40% de la valeur d'une voiture, c'est sa batterie d'une voiture électrique, et puis beaucoup plus avec les autres composants. Voilà. Alors, dans quel écosystème on intervient pour traiter ce sujet ? Dans celui, en fait, de la voiture durable. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit ce matin et cet après-midi, une voiture aujourd'hui, avant d'être mise au rebut, au recyclage, elle vit à peu près 20 ans. Avec la voiture électrique, on devrait même aller beaucoup plus loin, puisque ce sont des véhicules de conception plus simples en termes d'organes mécaniques, plus complexes peut-être en termes logiciels, c'est possible, mais, et de régulation des flux dans le véhicule, mais on va vers la voiture très durable. Il faut donc pouvoir réparer. Or, en termes de batterie et de véhicules électriques, on n'en est qu'au début. On va donc en parler avec nos intervenants. De gauche à droite, Mathieu Catteau, vous êtes leader des prestations ateliers électroniques et électriques chez Norauto, Mobivia Group. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. À côté de vous, Sébastien Castagnier, responsable offre maintenance au GNFA. Bonjour Sébastien, merci d'être là. Bonjour, merci. En regardant plus à droite, Thomas Louvel, chargé de projet chez Verkor. Alors Verkor, c'est un industriel qui fabrique une gigafactory, qui fabrique une usine à fabriquer des batteries. Voilà. Rien de moins. Donc il faut inventer ce métier, on va en parler, de A jusqu'à Z. Et puis Sébastien Gattaletta, formateur auto et moto à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Exactement. Bonjour Sébastien. Vous avez un lien tous les deux, c'est que vous vous occupez tous les deux de l'école de la batterie. C'est ça, je ne dis pas de bêtises Sébastien ? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc l'école de la batterie qui est hébergée chez Verkor. Voilà. Sous l'impulsion de Verkor, un consortium de centres de formation d'industriels autour d'une école dématérialisée sur les compétences de la batterie. Alors, on va y venir juste après. On va commencer avec Sébastien Castagnier, donc responsable de l'offre maintenance au GNFA. Pourquoi on parle de formation d'abord ? Parce qu'il faut commencer par le commencement. Pour des futurs techniciens automobiles, il faut les former. Pour les professionnels en poste, il faut les former aussi. Donc ça, c'est la formation continue. La première, c'est la formation initiale. Avant de rentrer dans le détail de ce qui existe en matière de programme, est-ce que vous pouvez nous dire, Sébastien, en termes, je dirais, très synthétiques, est-ce que les batteries des véhicules électriques sont réparables, oui ou non ? Et on va s'appuyer sur une diapo. Oui, je vous ai préparé une petite diapo. Voilà. Alors, est-ce qu'elles sont réparables ? Donc déjà, pour commencer mon intervention, la chance qu'on a au GNFA, c'est de travailler d'une part avec les constructeurs pour tout ce qui est formation actualité produit, notamment la réparation des batteries, jusqu'à des formations sur la reconversion professionnelle pour aller venir commencer à travailler dans le métier pour
de la réparation rapide. Donc, au milieu de cela, on va avoir la formation continue et notamment le travail sous tension avec des habilitations spécifiques. On y reviendra plus tard. Sur la question, est-ce que les batteries sont réparables? Alors, j'ai envie de dire oui, mais pas toutes, pas de la même manière et pas avec la même compétence et le même coût. Voilà. Donc, la question peut être répondue de manière très simple, mais quand on creuse un petit peu plus et qu'on veut faire toutes les batteries, on va se heurter à cette slide-là. Donc, vous avez de bas en haut les différentes technologies de batterie. Donc, si je prends la première en modulaire vissé, là, vous allez avoir un assemblage de modules qui vont constituer un pack batterie, qui sont des modules vissés avec des connectiques complètement simples et des modules de gestion de batterie qui, eux aussi, sont remplaçables. Et après, un équilibrage de cellules est fait et le véhicule peut repartir. Un exemple de véhicule? Une Zoé, par exemple, les premières Zoé. Voilà, ok. Donc là, dans l'intervention sous tension, on va se focaliser sur le nettoyage des bornes, le serrage au couple des connecteurs, etc., etc. La procédure est relativement connue et simple et j'ai envie de dire la plus accessible possible pour un réparateur, bien évidemment, qui a ses habilitations en cours et la formation qui va bien. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais si on va sur la batterie la plus complexe, là, on va avoir des batteries qui sont avec des éléments, donc comme je l'ai mis ici, push ou prismatique, qui sont des cellules de batterie qui sont dans des sachets ou dans des enveloppements, voilà, dans des poches alu, qui sont très difficiles d'accès. Lorsqu'on veut aller en séparer une d'un module, on va détériorer la batterie. Il peut y avoir des risques d'électrocution, des risques d'emballement thermique. Et là, les procédures sont soit inexistantes, soit très complexes et très fermées, réservées aux constructeurs. Et le matériel associé est très lourd. On va devoir mettre en étanchéité, en pression la batterie pour vérifier l'étanchéité, etc., etc. En termes d'exemples de constructeurs, BYD, je crois? On peut avoir ça. Et je l'ai noté en bas, pour exemple, si vous faites des recherches sur Internet, c'est les batteries qui sont notamment, parce que c'est difficile de faire d'être précis tout en ayant forcément des cas spécifiques, on va dire oui, mais sauf. Là, si vous faites une recherche sur la batterie 4L, par exemple, j'ai mis en bas ces risques. C'est ATL, premier fabricant mondial de batteries. Voilà, donc là, on va avoir, en fait, si vous voulez, une surcouche aussi, parce que là, on parle de la partie, je viens de parler de la partie mécanique pure, d'assemblage, mais après, on va avoir une difficulté d'accès aux données, d'accès aux infos sur les modules, et donc là, on va aller sur, par exemple, ici, les BMS, donc Battery Management System, qui vont gérer la charge-décharge des modules, qui peuvent être aussi avec une couche cryptée, qui font qu'avec un outil, on ne peut tout simplement pas accéder en fait, aux infos qu'il y a sur les modules de batterie. Et là, forcément, si vous n'avez pas l'outil bien spécifique, alors il peut être constructeur ou via des interfaces type norme pass-through, notamment avec lequel on travaille avec Mathieu, qui permettront de rentrer en communication avec un outil multimarque grâce à une interface normalisée. Alors aujourd'hui, on intervient comment? Parce que là, on a l'impression qu'on fait du Lego, mais pas du tout. Le monde de la réparation n'intervient pas ou presque pas sur les batteries aujourd'hui. En multimarque? Oui. En multimarque, peu. Alors, dites-nous d'abord, entre les réseaux de marques et le monde multimarque, il y a déjà des différences. Hein. C'est-à-dire que le monde des réseaux constructeurs a déjà des procédures d'intervention, puisque vous travaillez avec les constructeurs, oui. Vous le savez. Oui. Les constructeurs ont des procédures d'intervention. Alors, il faut savoir aussi que certains constructeurs, et c'est le cas de plus en plus de constructeurs, finalement, sont des assembleurs. La batterie ne va pas être par moment fabriquée par le constructeur lui-même. Il va faire appel, comme ici, à un fabricant de batterie et il va faire ça. Il va passer sa commande. Donc là aussi, lorsqu'il va passer sa commande, lui aussi va avoir tout un tas de critères et une stratégie qu'il va avoir à opérer sur la puissance, le temps de charge, la taille de la batterie, la multiplicité et la capitalisation qu'il va faire sur les autres véhicules, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Master et la Zoé qui partagent le même pack. Donc là, forcément, ce sont des enjeux finalement qui vont avoir un impact sur la réparabilité de la... L'ancien Master. Oui. Et la Zoé 135, oui. Justement, est-ce que du côté des constructeurs, les cahiers des charges de réparabilité des batteries, d'intervention sur les batteries sont clairs?
existent partout, sont clairs, détaillés? Alors, sur les véhicules, on va dire intra-Europe, oui. Donc, les Renault, Stellantis, marque allemande, c'est OK. Oui, par contre, eux, quand ils font leur documentation, ils ne vont pas les faire forcément. Ils vont pas les faire forcément pour qu'un réparateur multimarque ils n'ont pas une réflexion en se disant le réparateur indépendant, comment je vais lui faciliter la vie. Ce qui est normal. Il a sa stratégie, sa vision à long terme avec ses outils qu'il a en propre, oui. Et il va développer. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, on ne va pas développer le sujet de l'accès aux données. C'est un autre sujet qu'on pourra peut-être voir après. Est-ce qu'il y a aussi des batteries qui ne sont pas réparables? Alors, pas réparable. Ou sur lesquelles on a un mal fou à intervenir, non pas parce que le constructeur n'a pas donné d'infos, mais par conception. Oui, certaines batteries aujourd'hui, voilà, vous prenez une batterie de BMW iX3 par exemple, ce pas les batteries les plus simples à réparer puisqu'elles sont tout en haut de la pile ici. Donc là, c'est des batteries qui ont une conception bien spécifique. Le constructeur a fait ce choix-là, comme je vous disais, ce sont des compromis, donc il a fait ce choix-là par rapport au coût global, au type de véhicule sur lequel il va le poser, à la légèreté, au poids de la batterie, à l'autonomie, à la capacité de charge et la vitesse de charge de ces batteries. Et forcément, ça a eu un impact plutôt très négatif sur sa réparabilité. Après, encore une fois, le constructeur, lui, dans le meilleur des mondes, il voudrait faire des batteries réparables, pas chères, autonomes, enfin, voilà. On parle de Tesla aussi sur les modèles Y, je crois, c'était juste la voiture la plus vendue au monde en 2023. C'est plus le cas du tout en 2025 puisque Elon Musk a dit certaines choses qui font que les voitures se vendent moins. Et cette batterie a été noyée dans un gel, donc on ne peut pas intervenir dessus. Oui, alors là aussi, on ne peut pas intervenir dessus aujourd'hui. De nombreuses entreprises travaillent pour essayer de rendre réparables ces batteries-là. Tout ne sera pas faisable. Et aussi, il va y avoir un accès aux pièces de rechange qui va être aussi un sujet. Parce que arriver à le faire sur une batterie, OK. Par contre, lorsqu'on va arriver sur des batteries de seconde vie, je vous invite notamment à rechercher sur des sites par rapport au pays en Norvège, par exemple. Eux ont un parc véhicule 2025 qui a plus de 95% en neuf en électrique. Oui, en immatriculation. Ouais. Immatriculation ils sont allés très très loin. Ils ont fait leur transition énergétique. Ouais. Donc ils ont un réseau de réparateurs multimarques de véhicules électriques et de batteries qui est très déployé. Et ils ont une expérience aujourd'hui qui est intéressante d'aller observer. Justement, dites-nous plus sur les batteries. On répare les batteries aujourd'hui. Alors oui, ils réparent les batteries et ils arrivent à deux. Enfin, il y a deux choses que j'ai notées que je voulais vous communiquer. Sans grande surprise, nos routes en France ne sont pas top pour les véhicules électriques et pour les batteries. Les ralentisseurs, les vibrations, les gros chocs, ça va faire des micro-coupures sur les connexions entre les modules, notamment. Ça, c'est bien ça. Ça va faire des réparations. C'est ça. Donc le véhicule électrique n'aime pas les chocs en fait et les vibrations. Et deux, la réparation d'une batterie usagée, d'un module de batterie usagé, donc je vais dire une batterie qui a 10 ans par exemple, si vous reprenez un module neuf, il ne va pas avoir la même résistance interne et la même réaction à la charge-décharge, et il va mettre en difficulté, en fait, pour faire simple, le reste du pack et la durée de vie totale du pack. Vous mettez du neuf sur du vieux dans une batterie, ça ne fonctionne pas. Non. Mince. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ça va fonctionner. En Norvège, on fait comment? Alors en Norvège, justement, c'était les échanges du début de journée. Ils sont énormément sur la pièce de réemploi. Incroyable. Donc les recycleurs, enfin les démolisseurs, sont devenus des acteurs clés. Exactement. Il y a vraiment un aspect vieillissement calendaire en fait des modules qui est pris en compte et ils essaient de venir remplacer la batterie, le module de batterie par un module qui a le même âge entre guillemets, de manière à essayer de faire une réparation la plus lisse possible par rapport au pack qui est réparé pour faire durer le véhicule. On va faire un petit peu de contexte. Quand une voiture a un accident, une voiture électrique, une voiture thermique, c'est pareil, et que l'expert qui a vu le véhicule a dit, ou l'expert ou le réparateur, ça dépend des pays. En France, on a un expert, ce n'est pas le cas partout, a dit que la voiture était hors d'état d'être réparée à un coût économiquement acceptable.
il déclassifie le véhicule qui va devenir un déchet. Et le véhicule va aller chez un recycleur, donc chez un ancien casseur, on appelait ça comme ça, ou démolisseur, qui devient propriétaire de la voiture. Et quand la voiture était avec une batterie solidaire dans l'achat, hein, je vous rappelle que Renault a fait pendant plusieurs années des locations de batteries, mais ne fait plus maintenant. Donc aujourd'hui, les voitures sont toutes avec leur batterie et on achète la batterie quand on achète la voiture. Donc le recycleur, il est propriétaire de tout le véhicule et de la batterie. Et là, ce composant devient un élément stratégique pour lui, quelque part. C'est-à-dire qu'il va devoir investir beaucoup dans des solutions d'ingénierie pour essayer de détecter l'état des cellules, des modules surtout, hein, et ensuite il va les recommercialiser en pièces de réemploi. Exactement. Après, la limite à cela va être la quantité de véhicules vendus, enfin la courbe de commercialisation des véhicules. Parce que si vous arrivez à 10 ans avec très peu de véhicules vendus, ben vous aurez très peu de pièces de réemploi. Donc la stratégie aussi, pour arriver à faire durer les véhicules, c'est d'éviter de changer de techno tous les 4 matins, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que sinon on n'aura jamais ces fameuses pièces de réemploi pour nourrir l'économie circulaire. Exactement. On n'est pas encore rendu, on est au début de l'électrification, effectivement. Ça me permet de vous passer la parole, Mathieu Catteau. Donc vous travaillez chez Mobivia Group pour apporter le savoir-faire sur les véhicules électrifiés aux ateliers. Donc des véhicules électrifiés, aujourd'hui il y en a déjà dans les ateliers, effectivement. Ça veut dire qu'il faut des techniciens habilités déjà pour pouvoir ne serait-ce que toucher au véhicule, le mettre en consignation. Le souhait de Mobivia Group, en fait, c'est d'utiliser un laboratoire qui s'appelle Car Studio, c'est sa branche recherche et développement, que vous pilotez aussi, je crois. Hein, en étroite relation, bien sûr. En étroite relation, pour demain pouvoir réparer les batteries des véhicules électrifiés. Même quand on est Nord-Auto, on n'aurait pas pensé quelque part. Mais vous vous posez cette question, et c'est tout à fait légitime, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Expliquez-nous. C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je m'adresse à vous tous parce que aujourd'hui, le domaine de l'automobile, c'est une très belle opportunité. Alors moi, j'étais à votre place il y a quelques années. Et à l'époque, on était sur les technologies turbo-compressées. Et déjà là, je me disais, OK, il y a une opportunité. Mais là, le contexte de l'électrification du parc, c'est d'autant plus une opportunité. Et nous, aujourd'hui, donc chez Mobivia, on a bien compris ce virage technologique et on met tout en place pour, faire monter en compétence nos collaborateurs et faire grandir notre offre, mais aussi pouvoir répondre aux besoins clients qui est déjà là et qui demain sera d'autant plus important pour trouver des alternatives qui soient abordables par rapport aux coûts économiques, mais aussi à l'économie circulaire. Et ça, c'est vraiment dans nos valeurs. Je donne un exemple pour les étudiants qui sont en carrosserie, parce que je sais que vous êtes un certain nombre ici à Technopolis. C'est Covea, le premier assureur de France, MAF, MMA, GMF, qui a publié récemment une étude qui est un peu choc, hein, sur une Twingo, un car réel électrique, qui subit un choc en montant un trottoir et en écrasant, entre guillemets, une partie du pack batterie par le dessous sur le trottoir. Analyse de l'expertise qui se réfère ensuite au cahier des charges Renault. Il faut changer la batterie, 19 000 €. Vous voyez un peu sur une voiture qui d'occasion vaut moins, hein, de toute façon. Donc évidemment, c'est foutu. Covea s'est posé la question, est-ce que ça peut exister des solutions de réparabilité ? Donc réponse, oui, effectivement, on peut réparer ces batteries de véhicules et en passant par une société dont j'ai oublié le nom, Revolt e-Garage, pardon, on ne peut pas oublier le nom, Revolt e-Garage, la facture totale était à 5 000 €. Ça illustre exactement ce que vous dites, c'est-à-dire on est en train de découvrir des solutions de réparabilité. C'est ce que vous faites chez Car Studio aussi. Se doit de le faire pour les clients et la planète. C'est indispensable. Et donc, pour donner un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas forcément Mobivia, donc c'est un groupe d'entreprises dans lequel, bien sûr, il y a Nord-Auto, dont je fais partie. Donc, ça regroupe 16 entreprises du domaine de l'automobile. Il y a Nord-Auto, il y a Amidas, il y a Auto5. Il y a aussi des branches à l'étranger en Allemagne, à TU. Donc on est vraiment des centres auto de services rapides et notre philosophie du coup c'est de trouver des solutions alternatives aux constructeurs pour pouvoir justement avoir une maintenance et garantir la mobilité des clients tout en participant aussi à l'économie circulaire. Et ça c'est ancré. Pour vous donner un exemple de centre Nord-Auto pour ceux qui n'ont jamais forcément mis les pieds là-dedans et qui le feront peut-être bientôt, aujourd'hui sur la France on a 414 centres avec un maillage national, hein, donc on est vraiment implanté de façon
complète sur le territoire. Là-dessus, on a 272 succursales, donc ça veut dire qu'on est propriétaire de ces garages-là, donc on a des employés qui sont des directeurs. Et ensuite, on a un tiers qui sont des franchises. Donc là, on fait profiter de l'image de Neuroauto à des indépendants qui utilisent du coup nos produits et notre philosophie et qui profitent aussi aux formations, bien sûr. Je reviendrai là-dessus pour pouvoir proposer l'offre aux clients. Sur ces centres, à l'intérieur, vous avez à peu près 1000 m² de surface. Vous avez une partie magasin pour venir acheter des produits en libre service et vous avez une partie atelier dans lequel on a en moyenne 8 baies par atelier avec une dizaine de techniciens. Et donc l'enjeu aujourd'hui, dans cette transition technologique, c'est de faire évoluer les compétences de nos techniciens pour accompagner l'électrification du parc. Et donc dans ces formations, on a l'avantage du coup dans le groupe d'avoir en interne un institut de formation qui permet de faire monter en compétences, un peu comme ce que vous avez ici, mais façon Mobivia, pour pouvoir faire grandir. Donc si je m'arrête juste sur la partie compétences et je rebondis sur les habilitations, je me permets de les expliquer rapidement. Sur un véhicule électrique, il y a, on va dire de façon très macro, il y a 3 grosses habilitations, 3 niveaux, on va dire, d'habilitation. Le premier, il s'appelle le B0L, c'est une sensibilisation au risque des véhicules électriques. Donc ça, c'est pour pouvoir faire de la maintenance sur un véhicule électrique en périphérie de la haute tension. Donc des pièces qui sont sous tension, donc c'est de la très haute tension qui peut être du coup dangereuse, ça va jusqu'à 800 volts sur certains véhicules. Et donc ça, tous nos collaborateurs chez Neuroauto, en atelier long, pour pouvoir justement faire toute la périphérie de la maintenance, des pneumatiques, du freinage, sur un véhicule hybride, la vidange, du moteur, etc. Le deuxième niveau d'habilitation qu'on décerne à nos collaborateurs, où là on va intervenir sur de la réparation, c'est le niveau B2VL, BCL, qui permet du coup de sécuriser la haute tension des véhicules électriques, donc de garder cette haute tension dans la batterie, et donc d'avoir tout le reste du circuit qui soit complètement coupé de cette batterie et dont on n'a plus la haute tension. Donc là, on peut manipuler des pièces qui sont traversées par la haute tension parce que on a sécurisé et donc on appelle ça consigner le véhicule. Donc c'est un peu comme si chez vous, le disjoncteur de la maison, vous le coupez. Voilà, l'électricité reste juste avant la maison et puis le reste de la maison n'est plus alimenté. Donc là, vous pouvez remplacer les pieds. Je crois que toutes les formations Bac Pro BTS, ils ont des habilitations incluses. C'est ça, Dominique? Pas toutes. Les titres professionnels, pardon, autant pour moi, les titres professionnels. Voilà. Donc le deuxième niveau et le troisième niveau, donc là c'est le B2TL et donc là c'est pour aller intervenir sur des pièces sous tension, donc dans le caisson de la batterie. Donc là aujourd'hui nous on a donc Car Studio. Donc Car Studio c'est une des entreprises de Mobivia qui est notre département recherche et développement où on a des collaborateurs du coup qui ont cette habilitation et qui font des études sur les batteries. Donc l'idée c'est de pouvoir comprendre déjà comment sont conçues les batteries et comment on peut les réparer. Ce qu'a souligné Sébastien tout à l'heure, c'est que les constructeurs vont pas forcément nous faciliter le travail et puis des fois ils sont pas propriétaires des batteries. Donc pour la documentation technique, c'est des fois très compliqué de trouver l'information du mode opératoire, des données techniques, etc. Donc en fait tout l'enjeu de Car Studio, de notre pôle recherche et développement, c'est de démonter les batteries et de créer ces modes opératoires pour les réparer demain. Et donc ça, c'est plutôt le premier niveau qui est, on va dire, très concret pour tout le monde parce que ça reste des pièces et des assemblages. Par contre, tout à l'heure, Emmanuel, vous avez relevé un sujet très stratégique, c'est la partie logicielle, le software. Et ça, aujourd'hui, c'est indispensable de vraiment se poser les questions et d'investir sur le logiciel. Parce que ça devient un bloquant sur les véhicules. On n'est plus sur une Renault 5 où on a un fil électrique. Là, on a des codages dans des pièces électroniques. Et donc, maintenant, sur un véhicule électrique, dès qu'on va intervenir sur une pièce où il y a un codage ou un mini-calculateur, on va devoir la reprogrammer avec un logiciel. Donc nous, l'avantage, c'est que cette cellule recherche et développement, on a internalisé les logiciels des constructeurs. Donc on a un contrat avec les constructeurs, on ne fait pas ça
de façon complètement illégale. Au contraire, c'est très légal. Voilà, et ça doit l'être. C'est le résultat, je fais un peu de pédagogie autour de ça, c'est le résultat d'un très long combat mené par les indépendants au niveau de la réparation et de la distribution des pièces, au niveau européen, pour pouvoir obtenir justement une équité dans l'accès, ce qu'on appelle la réparation à armes égales, pour que les indépendants puissent avoir accès à toutes les données, ce qui a contraint les constructeurs à mettre leurs données techniques sur des serveurs indépendants auxquels les indépendants ont le même accès strictement que les réseaux constructeurs, c'est-à-dire ils sont considérés exactement de la même manière. La difficulté, c'est juste, a priori, que les cahiers des charges de réparation des véhicules électriques arrivent un peu au compte-gouttes parce qu'on est dans une nouvelle technologie en réalité. C'est plus ça d'ailleurs. Après, il y a aussi une difficulté au niveau de l'utilisation de logiciels. Ça coûte de l'argent, il faut le dire. On a accès, mais pour moyennant licence. Voilà, exactement. Moyennant licence. Ça coûte très très cher. Donc c'est pour ça que nous, on a centralisé ça au siège. Et derrière, en fait, on vient, via des outils internes qu'on a développés, déployer les outils en centre via donc, des hotliners qui ont l'expertise du logiciel et qui vont faire la prestation à la place du collaborateur. Donc, ça devient passionnant le boulot chez Norauto maintenant. Exactement. Justement, vous avez créé un titre, alors je ne sais pas si c'est un titre, on va le dire, une fonction, c'est électrotechnicien. Exactement, on en a créé 2. Donc on a créé l'électrotechnicien, donc qui est le collaborateur qui va diagnostiquer la panne électronique ou électrique sur un véhicule électrique. Donc finalement, si je fais un petit peu une association par rapport à ce que tout le monde connaît, on va dire que c'est le docteur que vous allez voir quand vous avez un problème. Et ensuite, on a le deuxième poste qui est complémentaire qui s'appelle le mécatronicien. Donc là, le mécatronicien, c'est un mécanicien qui fait de la réparation électronique. Et donc finalement, là, c'est le chirurgien du docteur qui va du coup vous opérer pour vous soigner. Donc on a ce binôme aujourd'hui en centre qu'on fait monter en compétences dans des formations en interne, comme je l'ai expliqué. C'est des compétences très très lourdes sur 3 semaines avec des habilitations, des cas très concrets, des véhicules pédagogiques et tout ça en fait l'idée c'est de pouvoir dire que vous aujourd'hui vous voulez venir chez Norauto et monter en compétences. Alors certes vous avez un diplôme de base avec un référentiel aujourd'hui qui vaut ce qu'il vaut, mais nous derrière on vient vous actualiser à l'heure du jour et surtout vous faire comprendre nos outils et notre façon de travailler chez Norauto en vous accompagnant avec des habilitations et surtout du matériel et de l'outillage pour pouvoir bien travailler et faire le bon travail en centre. Très bien. Oui, on voit le lien effectivement entre la montée en compétences électroniques et informatiques et le véhicule électrique, puisque et les véhicules thermiques et les véhicules électriques sont équipés des dernières technologies en réalité. Donc ce sont des métiers communs en réalité. Ce sont des métiers communs et en fait, dans le diagnostic, c'est une méthode à utiliser, mais il y a beaucoup de données à avoir. C'est-à-dire qu'on doit se référer à une donnée de référence pour pouvoir la comparer à la donnée du véhicule. Et ça, c'est de la data. Et la data, on doit aller la chercher chez le constructeur. C'est pour ça que notre hotline est hyper importante dans l'accompagnement sur le terrain des collaborateurs. Je précise que pour le monde des réparateurs multimarques, c'est la même chose. C'est-à-dire, bien sûr, Norauto le fait, enfin Mobivia Group et ses enseignes, mais dans le monde des indépendants, vous avez par exemple les garages AD Experts qui le font tout autant, qui ont les mêmes problématiques des opérateurs multimarques en réalité. Et donc, tout le monde de la réparation indépendante s'équipe et se forme pour arriver effectivement à réparer les pannes électroniques et réparer les batteries sur les véhicules électriques. Alors, on revient bien à notre sujet, effectivement. On va monter un peu plus au niveau industriel. Avec vous, Thomas Louvel, donc Verkor. C'est une société d'ingénierie industrielle dont la mission est de développer, je l'ai dit tout à l'heure, une gigafactory pour produire des composants pour véhicules électriques, notamment des batteries, bien sûr. Alors, vous avez des actionnaires que je vais citer. Nous avons le droit de nous cultiver tous ensemble. Renault Group, Schneider Electric, Plastic Omnium, dont le nom a changé d'ailleurs récemment. Je ne sais plus comment il s'appelle, Plastic Omnium. Ça y est, bon. Bref, tout le monde change de nom. Pardon ? Opi Mobility, voilà, c'est ça. Et le français qui s'appelle Tokay Cobex, qui était Carbone Savoie, que vous connaissez tous ici, effectivement, dans la région, pour citer les actionnaires français, mais aussi l'Institut européen de l'énergie. Et il y a même une entreprise minière sud-africaine qui s'appelle Sibanye Stillwater. Donc, Verkor, il faut quand même se souvenir de ce nom, parce que ce n'est pas un tout petit projet. D'autant plus que, ça y est, ça sort de terre, à Dunkerque.
C'est largement sorti de terre même, hein. Enfin, toute la partie extérieure, on va dire, de l'usine, etc. est complètement terminée. Et on commence à rentrer les machines gentiment à l'intérieur. On commence à faire tourner quelques-unes des machines. Alors gentiment, c'est des machines qui pèsent des millions de tonnes? Ouais, il y en a des très très lourdes, notamment le four, hein. Il y a un énorme four qui fait plusieurs dizaines de mètres de long. Et donc ouais, effectivement, ça fait quelques tonnes. Mais on commence à les rentrer gentiment, ouais. Alors, vous travaillez pour qui? Quel constructeur? Eh ben pour Renault, on l'a pas mal cité aujourd'hui, mais effectivement c'est le premier, et notamment du coup, même si on précise un peu, c'est lui en tout cas Renault, l'entité Renault avec lequel on travaille, mais les premiers véhicules du coup avec lesquels vont être utilisées les batteries Verkor, enfin les cellules Verkor et les modules, ça va être dans l'Alpine A390, donc qui sera, ça a été annoncé dans le journal, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Et juste, on a vu au Mondial 2024. Qui sera officialisé réellement là d'ici quelques semaines, mois, si je m'abuse. Vous êtes sur une chimie lithium, nickel, manganèse, cobalt, chimie haut de gamme. Exactement, on est sur du NMC, ouais, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire être sur une chimie NMC par rapport à l'autre chimie qu'on connaît, qui est la lithium fer phosphate, qui est par exemple utilisée depuis les premières Prius sur les Toyota? Ouais, ça veut dire qu'on essaye de se battre contre les Chinois, peut-être. Ah oui, quand même. En fait, c'est un peu un choix, c'est un peu une décision du client, c'est un peu un effet de mode, c'est un peu plein de choses. Donc nous, on est parti. Les batteries des téléphones portables. Oui, complètement. Nickel, manganèse, cobalt. On n'a rien inventé, on ne réinvente pas la roue. Des batteries, on en fait depuis des années. C'est un choix de Renault. Renault a décidé de partir sur cette techno-là. Nous, derrière, c'est ça qui nous a lancé dans la Giga, c'est ça qui nous a permis de lever les premiers fonds, beaucoup de fonds, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'on est allé sur le NMC, ouais, tout à fait. On va quand même dire que vous êtes parti de zéro. Ça, c'est hyper intéressant quand on est curieux, parce qu'en France, on n'avait plus de filière chimique digne de ce nom. Il a fallu aller recruter. Il y a 46 nationalités chez Verkor, je crois. Donc, des savoir-faire dans des pays parfois très lointains. Ouais, tout à fait. Bah, alors, on n'est pas les premiers quand même, hein. Il y a ACC qu'on connaît, qui est Groupe Stellantis, voilà, notamment, pas seulement. Ouais. Donc avec lesquels on discute très régulièrement. On n'est pas là pour se battre ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est effectivement de remonter cette filière batterie en France, en Europe, même si on peut aller jusque-là. Donc ouais, il y a un sacré travail à faire. On est né en 2020, donc on est très récent. J'aime bien dire qu'on est encore une petite start-up parce que ça me fait rire, mais on a levé 2 milliards et actuellement on est 900, donc, et avec 46 nationalités, effectivement. Pour une petite start-up? Ouais, c'est ça. On a été obligé d'aller chercher toutes les compétences dont on avait besoin, qui n'étaient pas spécialement sur notre territoire. On forme des compétences maintenant sur notre territoire, mais voilà. Donc on a. Alors justement, il y a l'école de la batterie qui existe chez Verkor. Expliquez-nous ce que c'est. Eh ben, comme je le disais, Verkor, quand ils ont décidé de lancer leur Gigafactory et de se relancer, si on repart vraiment, l'objectif de Verkor, c'est pas spécialement la batterie en elle-même, c'est surtout de réindustrialiser et de relancer une industrie batterie sur le territoire français. Et ils sont partis du principe qu'on n'aurait pas les compétences, qu'on ne les a pas aujourd'hui sur notre territoire. Et donc il allait falloir les former et on allait avoir besoin de gens à l'intérieur de la Gigafactory pour la faire tourner, mais avec des gens qui ne sont pas là, on n'a plus personne qui sait faire de la batterie sur le territoire français, etc. Donc un consortium est né qui s'appelle donc l'école de la batterie. Ça n'a pas d'entité juridique, c'est pas une école à part entière, c'est un consortium d'une quinzaine d'acteurs qui regroupe des industriels, des écoles privées, publiques, de tout niveau. Et l'objectif, c'est donc de faire monter toute la filière de la batterie sur le territoire français par le biais des compétences. Donc voilà. Ok. Alors, justement, puisque vous travaillez pour Renault, quel est le cahier des charges de Renault? Y en a-t-il un en matière de réparabilité? Alors, je ne connais pas le cahier des charges de Renault, donc je ne vais pas pouvoir y aller. Mais tout ce que je sais, c'est que Renault a toujours eu un aspect, on l'a vu là sur les 2 autres précédentes tables rondes, a toujours eu un aspect très quand même de refactory, etc. Si on réutilise leurs termes, ça fait partie des batteries qui sont les plus réparables. On disait sur les batteries de Zoé avec Sébastien Castagnier juste. Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, on est sur la techno que tu as citée qui se répare pas. Nous, chez nous, du coup, on fait des pouches. Donc théoriquement, on va dire que c'est le moins réparable, effectivement.
si on va au niveau de la cellule en fait. Et aujourd'hui, on va quand même. Si on va au niveau de la cellule, mais aujourd'hui, on n'y va pas. On y va très rarement, enfin, à part effectivement des révoltes, etc., qui sont en capacité d'y aller. Alors, on cite un Revolt e-garage, qu'est-ce que c'est précisément? C'est un garage, pareil, ils sont partis du principe qu'il fallait conserver les véhicules, qu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter une batterie complète et puis repartir sur une nouvelle. Donc ouais, eux, ils décident leur créneau, c'est de faire durer le véhicule 100 ans, donc de réparer juste les petites pièces, etc. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, allez sur le site, c'est revolt.club, revolte.club, et vous allez voir, c'est un garage des jeunes qui sont illuminés comme on doit l'être quand on veut trouver des solutions et qui sont dans la banlieue nantaise, je crois que c'est ça, hein, et qui ont monté qui ont commencé à démonter avant de monter des voitures électriques pour comprendre comment ça pouvait se réparer. Ils ont ouvert un centre là, fait des découvertes très intéressantes. Voilà. Ils ont ouvert un centre à Paris il y a très très peu de temps là, avec une académie justement, parce que aussi ils forment du coup en interne directement, ils forment des garagistes indépendants et autres à la réparation. Ils se sont très vite rendus compte que sur une batterie, en fait, un tout petit composant de rien du tout pouvait créer un problème gigantesque, et que ce composant-là, il vaut 3 centimes, et il valait mieux changer ce petit composant-là 3 centimes et que le véhicule reparte que de changer le pack batterie complet, on va dire, qui peut coûter des dizaines de milliers. Il y a deux grands modes d'assemblage des batteries, c'est le module to pack et le cell to pack. Dites-nous les différences en termes de réparation possible. La partie cell to pack est vraiment, je pense, la plus complexe. Cellule vers le pack batterie. Tout à fait. Le pack batterie, c'est ce qu'on appelle le casing. Donc c'est la coque qui insère les modules qui eux-mêmes regroupent un certain nombre de cellules pour essayer le vocabulaire est compliqué, d'être le plus pédagogique possible. Quand on est en cell to pack, ça veut dire qu'on rend la cellule solidaire du pack batterie. Ouais, en fait, notre cellule, donc faut imaginer vos petites piles de télécommande, quoi, en gros, en un peu plus grand, hein, des 18650, c'est légèrement plus grand, et on va les mettre les unes à côté des autres. Et donc, le principal exemple qu'on connaît le plus, et c'est facile d'aller voir les images, c'est celle de Tesla sur la Model 3. Et en fait, le pack est cellule cylindrique. Oui, tout à fait. Et du coup, il est rempli de petites cellules comme ça, et ils sont connectés les unes entre les autres. Et ça nous fait, donc on fait une mise en connexion série parallèle, etc. Et on vient faire une cellule tout pack. On ne peut pas changer une cellule. On pourrait théoriquement, mais il faudrait prendre un peu de temps. C'est trop compliqué en termes de mesure. Ouais, entre guillemets, tout est faisable. À partir du moment où ça a été monté, ça veut dire qu'on peut le démonter, mais ça va être le temps, ça va être l'argent, ça va être toutes ces choses. Pas rentable. Ouais, le gel mousse là, qui est mis à l'intérieur des packs batteries, donc ça veut dire qu'il faudrait l'enlever. Tesla. Ensuite, il faudrait enlever petite pin par petite pin sur les cellules. Il faudrait sûrement en enlever une grande quantité parce que c'est quand même une bande complète. Et pourquoi est-ce que Tesla a mis de la mousse à raser dans ses batteries là? Parce que je comprends pas. La mousse à raser, du gel. Plein de choses, parce que justement le cellule to pack, la problématique c'est qu'il faut faire tenir ces petites cellules là entre elles. Donc il y a quand même tout un pour les vibrations. Ouais, c'est ça. On rajoute un aspect de maintien. Ça crée un aspect de sécurité également avec les emballements thermiques, etc. Ils ont un aspect qui permet de maintenir un peu l'emballement. Ils essayent en tout cas de mettre des éléments de sécurité de cette façon-là. D'accord. Et vous, votre technologie, c'est pas celle-là, c'est module to pack. Alors nous déjà, on change de technologie au niveau de la cellule. On n'est pas au niveau du cylindrique, on est au niveau du pouch. Donc, la petite enveloppe avec à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Donc et la cathode. Il y a des avantages, des inconvénients dans tous. Hein. Je ne vais pas les citer. Chacun choisit. C'est des effets de mode entre guillemets, etc. aussi. Et donc effectivement, on est sur du pouch qu'on va venir ensuite mettre en module. Donc même chose, une patch, donc un module, c'est un assemblage de plusieurs cellules. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que celui-là, il est techniquement remplaçable plus facilement? Ça sera le choix de Renault. Et bien sûr, je comprends, ça sera le choix de Renault, dans votre cerveau d'ingénieur. Oui, bien sûr. À partir du moment où on est sur un module, donc cellule, on va le mettre à l'intérieur d'un petit bloc. Alors, on a entre 10 et 20 cellules, grossièrement, à l'intérieur. Et ce module-là, est fixé à l'intérieur du pack. Avec généralement des vis, donc oui, théoriquement c'est très facile, on va dire, d'enlever ce module-là. Bon, généralement il y a quand même une patte thermique, etc., donc il va falloir venir décoller, mais on peut l'enlever et on vient remettre un module si on a besoin de le changer. Très bien. Sébastien Gattaletta, je vous passe la parole. Enfin, merci. Enseignant formateur technique à la CCI de Grenoble pour l'école qui s'appelle l'Institut des métiers et des techniques. Tout à fait. Vous formez les jeunes à des diplômes d'État, CAP, Bac Pro notamment. La réparation des batteries. Alors on comprend qu'on en est au début, on comprend qu'il y a beaucoup d'ambition et de souhaits. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui dans les contenus des formations que vous dispensez ?
Alors, premièrement, déjà, si on parle des formations d'État, dans le sens soumises au référentiel de l'éducation nationale, comme leur nom l'indique, c'est l'éducation nationale qui décide du contenu qui est développé ensuite et proposé aux étudiants par les centres de formation. Les référentiels se renouvellent régulièrement, pas forcément souvent. Là, en ce moment, on reçoit les référentiels de CAP, Bac Pro, maintenance des véhicules, qui ont été rénovés, réécrits même plutôt. Ils dataient de 2014. D'accord. Donc là, ils vont enfin intégrer l'électrification. Exactement. Enfin, alors, ils l'intégraient déjà dans certaines mesures. Évidemment, ça s'accélère. Ça, c'est la première partie. Pour la partie éducation nationale, les centres de formation peuvent aussi proposer des formations autres, qui sont plutôt des formations de branche. On a un organisme français qui s'appelle l'ANFA, l'Agence nationale pour la formation automobile, qui propose des formations en parallèle des formations de l'éducation nationale, qui peuvent être des formations type CQP, TFP, technicien titre à finalité professionnelle. Pardon. Et là, par contre, on est sur des possibilités de rénover les diplômes de façon bien plus régulière. On est plutôt sur des durées de 1 an, 2 ans parfois, ce qui permet de coller bien plus facilement aux besoins des réseaux, aux besoins des garages. Donc ça, on voit que la réponse de l'éducation nationale, ou de la branche, est plus ou moins rapide. Exactement. C'est la première chose. Exactement. Et l'intérêt aussi des formations de branche, c'est de pouvoir inscrire dans un registre qui s'appelle le RNQSA, c'est un registre national des qualifications des services de l'automobile, des nouveaux diplômes, des nouvelles compétences, des nouveaux métiers, et de partir de ces fiches du RNQSA pour aller vers des formations qui collent aux besoins ou aux futurs besoins, pour le coup, des garages et des entreprises de la réparation automobile. Alors, on rentre dans le détail. Donc, aujourd'hui, il y a des formations d'opérateurs, puisqu'on parle de la NFA, oui. En opération batterie et technicien en opération batterie. Donc, ça commence à venir. Oui, il y a même 3 niveaux. Il y a des opérateurs, des techniciens et même des techniciens experts. Donc, 3 niveaux de formation qui se déclineront. Alors, je parle au futur, parce que ces fiches existent, ces référentiels existent. La NFA, pour le coup, est plutôt sur la recherche pour l'instant de centres de formation qui voudraient bien héberger ce type de formation. Technopolis va se poser évidemment candidat. Donc voilà, Dominique Badet confirme. On en est là. On ne peut pas aujourd'hui postuler sur ce type de formation. On est vraiment dans la perspective de ce qui va se produire dans les années qui viennent, en fait, pour l'instant. Vous ne savez pas ce qu'il y aura dedans, ces titres à finalité professionnelle? Si, on sait, en fait, les compétences. Alors, il y a un détail plus ou moins profond, mais on sait que les compétences, elles sont multiples. On en a un petit peu parlé, Sébastien en a parlé tout à l'heure. On est sur des compétences liées à l'informatique, on l'a vu, avec les questions de logiciels. On est sur des compétences plus simples, dans le sens où nos étudiants savent déjà démonter, remonter des choses serrées au couple, appliquer des procédures, notamment en lien avec la sécurité ou avec des méthodes constructeurs. Mais il y a aussi d'autres compétences qui sont liées, on en a parlé, lorsqu'on va devoir changer un module, il y a des histoires de collage, il y a des histoires d'étanchéité, il y a des histoires de contrôle d'étanchéité qui sont des choses pour le coup nouvelles. Et c'est vrai que c'est multiple. Il y a des compétences qu'on connaît déjà, qu'on enseigne déjà par ailleurs dans d'autres technologies, on en a parlé, les voitures électriques d'aujourd'hui, elles embarquent des technologies qui embarquaient déjà les voitures thermiques d'hier. Sur le reste des compétences qui ne sont pas forcément liées à la traction, mais on rajoute un pack, on va dire, de compétences complémentaires et multiples autour de ces packs de batterie. Il y a des choses comme le refroidissement des batteries aussi, sur lesquelles il va falloir intervenir. Je disais climatisation, il y a des systèmes de pompe à chaleur de pompe à chaleur sur les véhicules électriques. Oui, la NFA a fait une étude assez intéressante sur les compétences qui vont être amenées à disparaître avec l'électrification, les compétences qui vont rester et les compétences qui apparaissent. Effectivement, parmi les compétences qui apparaissent, il y a les interventions sur ces systèmes de climatisation réversible, on peut dire, qui existent déjà par ailleurs, pour le coup, qui ont été adaptés à l'automobile et qui permettent soit le réchauffement parfois, soit le refroidissement des batteries, qui est un vrai sujet pour les constructeurs de packs. Dans énormément de cas, ce sont des problématiques très compliquées à résoudre. Et du coup, ça apporte effectivement de nouvelles questions autour de ce type de compétences. Quand on sera opérateur de climatisation,
demain, on sera opérateur de climatisation réversible sur les voitures électriques. Alors demain ou après-demain peut-être. Après-demain ou après-demain, oui. Effectivement, oui. Alors il y a des questions, c'est ce que je voulais rajouter parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de questions et la réflexion autour des compétences que nos étudiants devront avoir demain, elle est multifactorielle dans le sens où on est dépendant de Verkor, qui va faire des cellules, ou CATL, ou tous les fabricants de cellules. L'évolution des technologies. Exactement, l'évolution des technologies, de la sécurité. Donc on sait que dans la conception d'un pack batterie, les facteurs sont vraiment multiples. On en a parlé, quel casing, quel poids, quelle technologie, quelle sécurité, quel logiciel. Et tout ça, ça nous amène vers des compétences qui sont encore très floues, dans le sens où quand est-ce que demain, quand sera le demain où on pourra amener notre voiture électrique chez notre réparateur du coin quand on habite à la campagne, par exemple, comme on amène aujourd'hui notre Peugeot Partner ou notre Golf 4. Voilà. La question, elle est autour de ça. Comment on fera? Révolte, je trouve qu'ils ont une réflexion très... Golf 4, je vous rassure, c'est pas électrique. Non, mais dans le sens où, quand est-ce que ce sera possible d'avoir un réparateur qui sera capable de réparer une batterie comme on est capable aujourd'hui de faire un joint de culasse ou un embrayage, en fait. C'est un peu ça la question. Bien sûr. Oui. Et pour l'instant, la réponse, elle est très très floue. Compris, effectivement. Sébastien Castagnier, on va parler des formations continues maintenant, donc les formations pour les professionnels en poste. Elles existent aujourd'hui. Est-ce qu'elles vont loin? Quelle est leur portée? Oui, alors juste avant ça, je voulais faire une aparté par rapport à ce que tu disais, Sébastien, et ce que tu disais, Mathieu, du coup, sur les turbocompresseurs, ça m'a fait le lien. Les techniciens, c'est quand même quelque chose. Désolé. Il y a 15-20 ans de ça, quand on rentrait suite à la formation initiale dans le métier, en atelier, on se retrouvait face à des réparateurs qui avaient le vécu, qui avaient le métier, qui avaient un peu d'électricité en eux. Et finalement, il y avait une petite évolution technologique sur un turbo à géométrie variable, sur l'injection haute pression, où on pouvait faire notre place en tant qu'apprenant et nouvellement nommé dans un atelier. Là, aujourd'hui, vous avez une opportunité avec le véhicule électrique parce que c'est une fracture complète. Il y a des pans entiers de réparateurs qui ne veulent même pas en entendre parler, qui vont terminer leur carrière en se disant « moi, j'en veux pas de ça, ça ne m'intéresse pas, je finis ma carrière et je tourne la page ». Donc là, pour vous, c'est une opportunité énorme de vraiment vous documenter sur la réparation des véhicules électriques et sur l'entretien, sur le diag et sur les batteries, et sur le soft aussi, qui est un volet au moins aussi important. Et ça, je voulais vous le partager parce que je pense que c'est important d'avoir quand même cette donnée-là lorsqu'on finit ses études et qu'on vient dans une entreprise. C'est une opportunité pour vous. Alors, au sujet des formations aujourd'hui continues, des formations pour les professionnels. On sait qu'aujourd'hui, il faut se former tout au long de la vie. Donc, vous avez quelques diapos d'ailleurs, deux ou trois diapos de support. Hein. Oui, j'en ai mis quelques-unes. Alors, donc en résumé, ne faut pas tout lire. Je vais essayer d'aller très vite. De manière très, on va dire générale, on va couvrir forcément toutes les habilitations électriques. Donc, je vais pas répéter ce qu'a dit Mathieu. Hein, toutes les habilitations hors tension, sous tension, les dépanneurs, les démolisseurs. On a des habilitations spécifiques en fonction pour les métiers. Des métiers. Une fois qu'on a ces habilitations, finalement, on a comme un petit permis de conduire, sauf qu'avec ce permis, finalement, si on ne va pas au-delà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a mis en place des formations. Donc là, la 50922, celle que je projette après, qui est une formation... voilà. C'est les habilitations. On va remonter encore un peu. Ouais, laissez ça. On va laisser sur celle-là. Donc là, mise en sécurité des véhicules électriques. Donc ça, c'est les habilitations. Après, les compétences et les formations associées, on va avoir une formation pour la formation continue de 4 jours sur la maintenance et le diag des véhicules électriques et hybrides. On parle beaucoup électrique. Hybride sans prise et hybride avec prise. Exactement. Donc là, quand on rentre dans la multitechnologie qui est électrique, mais aussi véhicule thermique avec une hybridation légère, lourde et plug-in, là, on va se heurter à énormément de
de systèmes et sous-systèmes, comme le freinage régénératif, les boîtes de vitesse sur les Prius, les climatisations spécifiques, les systèmes de refroidissement spécifiques, les systèmes de freinage spécifiques avec des simulateurs d'effort à la pédale de frein qui font que vous avez une sensation de freinage de retour de pédale. Le fameux One Pedal chez Nissan. Voilà, tout ça, c'est plus comme un véhicule classique. On va avoir le circuit hydraulique, un Mastervac et je freine et c'est terminé. Et donc, ça va faire apparaître des capteurs, etc., etc. Tout ça, il faut bien penser que c'est sur une base et des fondamentaux qui sont indissociables, qui sont les compétences d'utiliser un outil diagnostic, lire un schéma et appliquer une méthode de diagnostic. Donc ces modules-là de formation pour les professionnels sont conseillés avec un prérequis quand même assez fort sur ces bases-là. Sinon, en 4 jours, il n'est pas vrai qu'on se forme à diagnostiquer tout type de véhicule électrique et hybride. Et sans ces formations, on ne peut pas espérer toucher à une batterie de toute manière. Alors à une batterie, non, puisque de toute façon, réglementairement, c'est interdit, tout simplement. L'habilitation sous tension est obligatoire pour intervenir sur une batterie. Donc là, B2TL. B2TL, voilà, c'est ça. Voilà, B2TL. Donc, qui est accessible aux ateliers de réparation aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Par exemple, le réseau Volkswagen, je crois, donc, a mis en place un système d'intervention, et chez Renault aussi, d'ailleurs, on a des après, ils ont spécialistes au sein du réseau. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont des entités qui se spécialisent dans la réparation de batteries. Donc, on a eu plusieurs étapes. Première étape chez les constructeurs, très souvent, c'est la venue d'un Flying Doctor qui, lui, est certifié. Étape 1 bis qui va être le transport de la batterie dans un centre certifié pour être réparé et renvoyé à l'Institut, la concession. Et après, la dernière étape qui va être d'habiliter tout le personnel, de mobiliser le matériel nécessaire et de le faire en direct, puisque les coûts de transport, le temps d'immobilisation, etc. D'ailleurs, à ce sujet, une petite anecdote croustillante, il y a la nécessité de mettre une batterie pour la transporter dans un contenant, dans un conteneur spécifique, qui vaut une fortune. Il faut savoir que ça vaut 20 000 €, la boîte dans laquelle on va mettre la batterie pour la transporter. Et il y a une pénurie totale sur ces contenants-là, parce que ça coûte tellement cher que de toute façon, il y a peu de fabricants qui en font. Donc ce système-là va mourir de lui-même. On va être obligé de réparer les batteries sur site, en quelque sorte. Oui, c'est sûr que ça freine. Après, il va falloir transmettre les compétences, finalement. Il faut quand même penser au transport des batteries en dehors de la réparation. L'exemple tout à l'heure de la Twingo avec le pack écrasé, il faut le sécuriser pour le transporter. Donc le sujet, réparation ou pas, il reste entier. C'est vrai. Retour avec vous. Chez Norauto, on peut remettre une autre diapo parce qu'on n'est plus dessus. Se pose la question vous avez parlé tout à l'heure beaucoup de tout ce qui était économie circulaire. On parle de la réparation des batteries, de l'emploi de composants, de pièces de réemploi. Il y a déjà des sociétés qui font ça. On va citer Cotrolia par exemple. Vous intervenez déjà dans certains cas pour certaines applications sur des composants de batterie en réparation. Bien sûr. Pour la simple et bonne raison déjà que le client n'aurait pas la possibilité de réparer son véhicule s'il prenait une pièce neuve. Je vous donne un exemple très concret. On a eu le cas d'un client qui avait un Kangoo électrique chez nous. On a diagnostiqué un onduleur. Donc un onduleur, finalement, c'est, pour vous imaginer très rapidement, c'est un peu comme le transformateur de l'ordinateur. Donc votre chargeur qui vient transformer le courant. Chez Renault, ça valait 6 000 €. Bon. Pour un Kangoo qui a plus de 10 ans, mais qui valait à peu près 8 000 €. Voilà. Donc finalement... onduleur, quoi. Voilà, un onduleur. C'est pas une grosse pièce, un onduleur. Non, mais c'est pas une grosse pièce. Mais par contre, il y a des technologies à l'intérieur qui font que la pièce coûte très cher. Entre guillemets, en aftermarket, aujourd'hui, on n'a rien qui existe au niveau du sourcing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filière adaptable sur des pièces neuves. Donc, il y a des boîtes qui commencent à se spécialiser. Donc, Cotrolia, qui est une boîte qui existe déjà depuis un moment, depuis 2008, qui est sur la réparation des pièces électroniques et qui aujourd'hui prend le virage et répare des pièces haute tension. De l'environnement donc moteur d'une voiture électrique. Exactement. Parce que finalement, on parle beaucoup de la batterie, mais il y a toutes les pièces autour. Alors, on va les citer, les principales. On peut, ouais. Le Battery Management System, donc là c'est du logiciel. BMS, ouais, donc là c'est le calculateur finalement de la batterie. Après on a l'onduleur. Alors quelle est la mission de l'onduleur ? C'est de redresser le courant en fait. C'est un transformateur de courant. AC/DC.
Voilà, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chargeur embarqué. Le chargeur embarqué. Ça tombe en panne, ça. Ça tombe aussi en panne. Vous allez le remplacer chez Neuroto, vous allez trouver des solutions? Bien sûr, bien Ouais. sûr. Ouais. Il faut absolument trouver des solutions pour des pièces qui sont beaucoup trop chères neuves et puis pour participer à l'économie circulaire. Nous, c'est vraiment notre philosophie. À partir refroidissement de la batterie, climatisation. Voilà, donc vous avez parlé du thermomanagement, des pompes à chaleur, donc c'est sûr et certain que ça va tomber en panne, parce que ça tombe déjà en panne aujourd'hui sur nos véhicules thermiques, donc demain, sur les véhicules électriques, ça va tomber en panne. Et en plus de ça, ça mettra vraiment un blocage au véhicule, hein. Ça va plus être une option sur le véhicule, ça va être obligatoire pour refroidir les batteries, la sécurité. Sinon, c'est un choc électrique. Voilà, exactement. Il y a des pompes à eau, il y a des électrovannes, donc il y a encore des pièces électroniques basse tension finalement qui vont aussi tomber en panne. Donc tout ça finalement, ça va être un gros marché. Et donc nous, on est déjà en train de se préparer pour pouvoir proposer des solutions aux clients qui soient envisageables et qui participent à l'économie circulaire. Et donc si je reviens sur le Kangoo, pour vous donner un exemple très concret, donc on a dit que le Kangoo avait plus de 10 ans, l'onduleur 6 000 €. Il était impossible pour le client de mettre cette somme-là. Donc nous, on a fait réparer la pièce par Cotrolia et on a réussi à diviser par 2 le prix de la facture totale, donc avec le remplacement. Sachant que la réparation, c'est je déplug et je replug. Et il y a une petite partie software. Il y a une partie software. Et c'est là la complexité en fait. Il faut télécoder un petit bout de logiciel. Et effectivement, il faut télécoder donc une EEPROM qui est finalement un composant électronique qui vient récupérer des informations véhicules, voilà, avec des antidémarrages, etc., qui permet finalement de communiquer avec les autres pièces et de pouvoir rouler avec le véhicule. Et ça, si on va ne le le fait chercher pas, où, pardon, ce télécodage sur le site de Renault? Voilà, on fait une mise à jour calculateur comme vous allez faire un peu sur votre ordinateur ou votre téléphone, hein, et donc voilà, ça va permettre au logiciel de ce petit composant de communiquer avec la voiture. Et donc ça, c'est un vrai enjeu stratégique, hein, c'est de pouvoir maîtriser cette partie logicielle. Et donc finalement, nous, on fait cette sous-traitance via Cotrolia, donc sur la partie des pièces haute tension. Et donc on revient en atelier, en centre auto, on remet la pièce qui est déjà télécodée. Et donc on permet d'avoir une belle solution alternative pour le client. Et surtout, de participer à l'économie circulaire et de ne pas mettre à la casse ce Kangoo qui finalement, au niveau de tout le reste du véhicule, est encore en bon état. On va terminer là-dessus justement. Il y a un organisme qui s'appelle JIPA, qui est bien connu. Je vous invite à aller voir jipa.eu, GIPA.eu, qui édite des études sur les différents marchés et les différentes énergies. Ils ont fait une étude sur les pays d'Europe du Nord. Je pense que tu la connais, Sébastien. En Norvège, on a constaté, puisque l'électrification a commencé bien avant et qu'aujourd'hui on est à 95% d'immatriculation, il y a un parc en Norvège qui doit être de 50% ou 40% en tout cas de voitures électriques qui circulent. Et sur un recul de plus de 10 ans, l'étude JIPA montre qu'après une période dans les ateliers de baisse du chiffre d'affaires parce qu'on ne répare pas beaucoup de choses sur une voiture électrique au début, au bout de 8 ans, ça monte en flèche parce qu'effectivement, il y a les vibrations, parce qu'effectivement, il y a les conditions hivernales de roulage, donc il y a l'histoire de la pompe à chaleur, il y a tout ça. Et puis parce que vous avez des composants et de l'électronique qui finit par tomber en panne ou par nécessiter beaucoup de mise à jour et de travail. Et donc, le coût de réparation d'un véhicule électrique de 10 ans en Norvège, de 10 ans d'âge en Norvège, il est, d'après JIPA, équivalent ou supérieur à celui d'une voiture thermique. Donc ça, c'est absolument colossal. Si cette information est vraie, moi, je ne mets pas en cause un institut qui étudie, mais ça veut toujours dire quelque chose. Ça veut dire exactement ce que vous dites, Mathieu, et ce que vous dites, messieurs, c'est qu'on est au début d'une transformation du monde des ateliers, où on va avoir une coexistence très longue entre le thermique et la montée de l'électrifié et de l'électrique, et que derrière, le business des ateliers va se poursuivre avec d'autres méthodes, en réalité. C'est ça l'enjeu, Mathieu. Exactement, c'est prendre tout de suite l'opportunité de trouver des solutions de réparabilité pour ces véhicules et de continuer à apporter des solutions pour des véhicules historiques et de les faire perdurer dans la mobilité tout en ayant un aspect très dépollution et décarbonation du parc thermique, hein, qui aujourd'hui, voilà, sur des systèmes bien aboutis, avec de l'AdBlue, de la sérine, le véhicule diesel, s'il roule bien, il pollue quasiment plus. Et ensuite, d'embarquer tout le véhicule électrifié et de pouvoir continuer à le réparer quand ils vont tomber en panne pour éviter de jeter les véhicules à la casse et de faire payer des sommes astronomiques aux clients sur un rachat d'un nouveau véhicule et donc de garantir sa mobilité. Il y a de l'avenir pour les métiers de la maintenance automobile. Bernard Julien va venir faire une petite synthèse et une conclusion générale de la journée avant de donner le mot de la fin à Dominique Badet. Bernard.
Oui, bon, rapidement, puisque je pense que tout le monde est un peu éreinté. Non, moi, ce que je trouve très, très intéressant et enthousiasmant à la fois dans toute la journée et puis dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que effectivement, il y a des incertitudes très lourdes. Hein. On ne sait pas de quelles compétences exactement on va avoir besoin, quelle chimie de batterie, etc. Mais vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques mois encore, on avait un patron dans l'industrie automobile qui s'appelait Monsieur Carlos Tavares, et il passait sa vie à dire on n'a pas fait les études à 360 degrés, on n'a pas prévu ce qui allait se passer, etc. Moi, ce que j'observe, en tout cas dans la branche des services de l'automobile, c'est qu'il y a une vraie capacité d'anticipation collective, qu'il y a un vrai travail qui est fait pour que les professionnels soient prêts demain à accueillir et à réparer ces véhicules-là. Hein, je rappelle la statistique qui a été donnée tout à l'heure par Emmanuel. Hein. On a aujourd'hui à peu près 1% du parc qui est allez, on va dire 2% du parc qui est immatriculé. Hein, mais ça veut dire que il y a encore 98% du parc qui reste à électrifier et qui est en thermique. Et déjà, déjà il y a Car Studio, déjà il y a Revolt, déjà il y a une académie de la batterie, et on est en train quand même d'anticiper très largement une évolution qui est à peine en train de se dessiner. Et donc ça c'est l'exact inverse de cette espèce de défaut d'anticipation qu'on peut avoir dans d'autres métiers. La branche de l'automobile, parce qu'elle est très organisée, avec des pôles qui se tirent un peu la bourre, mais qui sont complémentaires, le pôle des réseaux de marque et le pôle de la réparation indépendante, elle a cette faculté à prendre en charge l'évolution technologique. Parce qu'en fait, elle est habituée à faire cela. Tu évoquais l'injection directe diesel, les pièces électroniques que Cotrolia répare, il est réparé avant que l'électrique n'arrive. Et finalement, on a une très grande vitalité de ce système-là, avec la nécessité, pour traiter un parc qui est très hétérogène, d'avoir des solutions constructeurs, mais d'avoir des alternatives aux solutions constructeurs. Parce que le constructeur, tu le disais très bien, Sébastien, il conçoit des solutions qui ne sont pas faites pour être réparées. La question de la réparation, elle est posée, je dirais, assez tardivement. Et quand elle est posée par le constructeur, elle est posée pour des gens vieux et riches qui achètent des voitures récentes, et puis il reste les autres, quoi. Et donc c'est à vous de défricher ce terrain-là, et de le faire en avance de phase. Et c'est vrai que moi, je trouve que pour les jeunes qui rentrent dans ce métier-là, et pour l'ensemble des professionnels, on a certes des incertitudes extrêmement lourdes auxquelles on doit faire face, auxquelles vous devez faire face tous les jours, mais on a quand même une capacité à la fois des entreprises et puis des systèmes qui les fédèrent, qui est assez efficace, et dont Technopolis est quand même un exemple assez frappant, il me semble. Donc merci de votre accueil, et j'espère qu'on saura trouver un peu d'optimisme dans cette évolution-là à partir de la journée que nous avons partagée. Merci. Merci Bernard, merci messieurs, merci Mathieu, merci Thomas, Sébastien et Sébastien, les deux Sébastien. On vous laisse rejoindre vos places, on peut applaudir nos intervenants et appeler Dominique Badet pour un mot de conclusion. Allô ? Oui, écoutez, ça sera très rapide. Tu as remercié beaucoup de monde, mais je tiens à te remercier pour la qualité de l'animation de ces tables rondes d'aujourd'hui. Quand on est curieux, franchement, les sujets sont géniaux. C'est toujours un plaisir de t'avoir et de bénéficier de ton expertise, ainsi de celle de Bernard, qui non seulement est là pour nous accompagner pendant les conférences, mais qui accompagne également nos équipes de formateurs tout au long de l'année pour des journées de formation, on va dire, et d'information sur ces sujets aussi importants que ceux qu'on a abordés aujourd'hui. Les jeunes qui sont là ont vu aujourd'hui que les mutations technologiques actuelles et à venir sont fondamentales. Les enjeux sur les métiers sont fondamentaux également. J'ai une petite pensée pour tous les apprentis qui nous écoutaient également en direct dans les salles de cours, qui n'ont pas pu bénéficier de cet amphithéâtre, mais j'espère que ça les aura intéressés également. Donc un grand merci à toutes et tous d'avoir pu venir nous voir pour ces tables rondes au sujet extrêmement intéressant. Merci encore une fois Bernard et Emmanuel pour la qualité de cette animation. Merci à tous les intervenants des tables rondes. J'ai eu l'occasion de remercier également celle des tables rondes de ce matin qui était vraiment passionnante. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une autre conférence très bientôt. On essaye d'en faire une par an. Et le président de Simone et moi, on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour de nouvelles thématiques qui correspondront, j'espère encore, à vos attentes. Merci à tous les étudiants, bonne fin d'année scolaire et à très bientôt.